Bonjour, je suis Annabelle Ténèche, je suis la directrice des abattoirs. Je suis ravie de vous accueillir tous pour cette deuxième conférence, en tout cas conversation, dans le cadre du sommet de septembre de la saison Africa 2020 aux abattoirs. Donc, ce forum fait écho aux expositions qui sont actuellement présentées dans notre institution. Et le thème de ce sommet, de ce forum, de ces conversations a pour thème créer les archives de l'art. Il était une fois, il sera une fois, donc évidemment dans le contexte africain. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cette section du forum qui est consacrée à écrire l'histoire de l'art, écrire avec quel regard, avec quelles archives. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne Lafont. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup à vous de m'accueillir. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Evelyne Toussaint. Merci beaucoup, Evelyne. C'est un plaisir. Merci à toi. Et donc, je vais dire quelques mots sur vous deux avant de lancer la conversation. Alors, quelques mots que je vais essayer de faire le plus synthétique possible. Donc, Anne Lafont, vous êtes historienne de l'art, directrice des études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez publié de nombreux livres et pour en citer quelques-uns récents, Une africaine au Louvre en 1800, La place du modèle, également L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières, qui vous a d'ailleurs valu 2 prix. Vous étudiez notamment les savoirs naturalistes, anthropologiques, l'histoire des voyages des expéditions. Vous avez aussi un intérêt pour la Révolution française et l'imagination picturale des nouveaux citoyens, les Noirs, à l'échelle des révolutions atlantiques. Et vous avez aussi publié et dirigé surtout un numéro récent de l'année dernière de la revue Critique sur l'art noir, auquel justement, je vais faire transition, Evelyne Toussaint a participé pour un article qui était sur Jean Laude, une logique du décentrement. Et donc, pour dire quelques mots sur le parcours d'Evelyne, elle est professeure en histoire de l'art contemporain à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Ses travaux portent notamment sur la fonction critique de l'art et notamment dans ses implications géopolitiques. Parmi ses publications concernant plus particulièrement l'Afrique, on peut citer notamment l'ouvrage Africa Remix, une exposition en question qu'elle a publiée il y a quelques années. Et elle va publier d'ici quelques mois le livre Postcolonial décolonial, la preuve par l'art, en partenariat entre les presses universitaires de Toulouse et les abattoirs. Merci à toutes les deux et donc je lance cette conversation et je donne la parole à Evelyne. Merci beaucoup, Annabelle. Et c'est un grand plaisir d'accueillir effectivement Anne, avec qui le rendez-vous a été reporté à plusieurs reprises compte tenu des circonstances que nous traversons. Donc enfin aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de cette question dans le cadre de ce forum et de ces archives, et c'est un grand plaisir. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, et en reprenant le fil de ce que vient de dire Annabelle, il y a une première question, en fait, plusieurs questions à une seule, mais qui sont liées, que je voudrais te poser, Anne, parce que cette idée d'art noir, depuis la publication de ce numéro de critique, mais également c'est une question qui se pose depuis beaucoup plus longtemps que cela, cette idée suscite des questionnements, voire des controverses. Et ce que je voudrais te demander, c'est quelles peuvent être les réponses aux critiques qui évoquent plusieurs risques. D'une part, le risque d'essentialisation, d'essentialiser l'idée d'art noir, de noir, et l'idée aussi de clivage binaire entre ce qui est noir et ce qui est non noir, qui serait porté d'ailleurs par les mots eux-mêmes, parce qu'ils évoquent une couleur. Et puis, comment faire partager l'idée par rapport à cela que noir ne se réduit pas à une couleur de peau. Voilà. Et aussi, et c'est en lien avec cette problématique-là, quels sont les auteurs, quelles sont les notions qui sont en jeu, d'après toi, dans ton travail, sur quoi tu réfléchis, au fondement de cette proposition conceptuelle qui est la tienne, parce que c'est une vraie proposition que tu fais, que tu as élaboré un concept, et qui serait susceptible, disons, de rassembler des intellectuels, des artistes, et tout le monde, en fait, tout un chacun, de manière un peu fédérative, pour que l'on se mette d'accord sur quelque chose à partager. Et quant à ces notions, je pense par exemple à celles d'hybridité, de double conscience ou d'agentivité qui sont travaillées par Paul Gilroy, à quoi tu fais référence au fil de tes écrits.
Oui, alors tout d'abord, pour vous dire à Evelyne et Annabelle à quel point je suis honorée que vous m'invitiez à discuter avec vous, et puis aussi dans le fait que vous confirmez mon intérêt pour l'art contemporain en me renvoyant la balle finalement pour me prendre comme interlocutrice. Donc je vous en remercie beaucoup et je crois beaucoup à cette discussion, on l'évoquait un petit peu avant de commencer la discussion publique, à cette discussion sur la longue durée et d'objets qu'il faut être capable de prendre justement sur un temps long. Et c'est ce à quoi je m'emploie donc depuis le XVIIIe siècle et désormais jusqu'au XIXe siècle avec l'exposition Le Modèle Noir et puis cette intervention autour de critiques et du numéro Art Noir. Donc, peut-être pour revenir, il y a plusieurs choses évidemment dans cette question et je vais essayer un tout petit peu de les prendre une par une parce que ce sont des choses toujours un petit peu compliquées, d'ailleurs sur lesquelles on m'interroge souvent, sur les risques finalement d'une proposition, oui, conceptuelle, une proposition de catégorie, pour la faire marcher, pour travailler. Tout d'abord, je dois dire que je n'ai peut-être pas l'ambition qu'elle rassemble tout le monde. C'est-à-dire que, assez étrangement, quand j'écris, mon intention est plutôt d'arriver à dire très précisément ce que je pense, sans forcément qu'il y ait une adhésion parfaite, mais qu'en tout cas, je sois en accord avec ce que je crois faire et ce qui me semble le plus opératoire. Mais je suis prête ensuite à le livrer en l'état de ma réflexion, et de le prêter au jeu, je dirais, de la discussion, du débat qui s'ensuit autour de positions qui sont autres, tout simplement parce que je ne peux pas avoir fait le tour de toutes les positions, de toutes les manières de travailler. Donc, je ferai un tout petit pas en arrière sur cette vocation de l'écriture comme étant un moyen de réussir à rassembler tout le monde autour d'une même notion. On a des points de vue, des chantiers, des manières de travailler qui sont différentes. Et moi, je dois dire que je suis plutôt attachée à la capacité de notre champ à se diversifier, à s'épaissir, à se contredire, parce que tout ça, ça crée de l'espace aussi pour les plus jeunes générations, pour s'engouffrer et finalement suivre ce qui les intéresse. Et ça peut être aussi une manière de suivre temporairement. Donc, alors, je reviens à une fois cette petite précaution prise sur l'ambition de l'écriture et l'ambition conceptuelle qui est avant tout être précise plutôt que d'être fédératrice. Pour ce qui concerne la noire, mais disons, on va même repartir un tout petit peu avant, puisque c'est des questions qu'on me pose, en fin de compte, la question sous-jacente à tout ça, c'est le risque, effectivement, comme tu le disais, Evelyne, d'essentialisation raciale. Bon, il va sans dire que j'ai acté la disqualification de la race comme une donnée biologique stable et permettant, en quelque sorte, une gestion des populations autour de ce type de pseudo-science, finalement, qui serait celle d'une science racialiste. Donc ça, évidemment, je n'y adhère pas. En revanche, il se trouve que les modalités d'émergence de personnes noires ou désignées comme telles font qu'elles ont vécu avec cette forme d'assignation et que c'est quelque chose qu'on peut retrouver depuis assez loin dans le temps, mais qui s'organise autour d'une vision raciale du monde autour du XVIIe, XVIIIe siècle. Et depuis, quoi qu'il en soit de la disqualification, encore une fois, scientifique de la race, il se trouve qu'elle continue à opérer dans nos relations sociales et que par conséquent, il me semble qu'on ne peut pas tout à fait l'exclure, en étant conscient qu'il faut au maximum, je dirais, en circonvenir les effets, mais néanmoins, c'est là. Donc moi, j'ai tendance à dire, ce qui est là, je travaille avec, je le regarde en face et je ne tente pas finalement d'y échapper. Donc, ça, c'est peut-être la première chose. Si on va un tout petit peu plus loin, je dirais que ces questions de terminologie, et justement, ça renvoie aussi à tout ce qui est autour du politiquement correct. Moi, je crois que le soin accordé aux mots est très important et que ça n'est pas une coquetterie, ça n'est pas, comment dire, heurter des usages qui ont été les nôtres par le passé, c'est toujours ajourner la langue que nous avons à notre disposition pour dire le monde, pour le décrire. Et aujourd'hui, c'est noir, mais avant, ça a été nègre, et peut-être qu'on peut
un tout petit peu s'arrêter sur cette question-là, puisque les usages qu'on fait de nègre, par exemple, moi, c'est assez clarifié. Pour ma part, c'est un usage de citation, c'est un usage d'historienne, et à aucun moment je ne vois ce mot-là comme étant suffisamment neutralisé pour pouvoir l'employer de manière décomplexée, on va dire. Donc, mais dans le cas de citation, à aucun moment je n'aurais tendance à édulcorer, je dirais, le terme en le remplaçant par un autre lorsque je cite un auteur du XVIIIe siècle, par exemple. Alors, il se trouve que dans d'autres, les jeunes gens déjà, depuis une vingtaine d'années, dans la culture populaire, dans leur pratique courante, moi j'ai des jeunes autour de moi, qui s'interpellent avec ce mot-là. Moi, ça me choque beaucoup. Quand on en discute avec eux, ils ne comprennent pas du tout pourquoi on s'embarrasse et on sent qu'il y a un retournement du stigmate quand même, si je peux me permettre d'introduire un petit peu d'histoire dans la discussion que j'ai avec eux, qui tend pour le décharger, à le surchauffer et à en faire un usage qui nous est propre. Donc, c'est une solution en tous les cas d'un groupe d'individus qui font ça. Ça n'est pas la mienne. Si on pense à Nègre, encore une fois, on peut penser au mouvement de la négritude, on peut penser à Césaire et l'usage poétique qu'il en a fait, littéraire, et comment se priver de cet usage-là aujourd'hui quand on voit ce qu'il a réussi à magnifier autour de ça. Est-ce que ça a correspondu aussi à un moment de cohésion autour d'une identité qui était certes subie, mais réinjectée, je dirais, d'une volonté, d'une conscience, d'une ambition aussi, qu'il ne faut certainement pas détourner. Donc, on ne peut pas bannir, me semble-t-il, des mots absolument sans perdre des pans de l'histoire noire finalement, et le mot nègre en fait certainement partie. Et ça, je tente d'y être attentive, même si moi, en pratique, en tant qu'historienne, dans le cadre universitaire, d'enseignement, de publication, etc., encore une fois, je ne l'emploie que dans le cadre de citations historiques. Alors, pour le terme noir, c'est un petit peu mêmes enjeux qu'on peut, même s'il n'y a pas, je dirais, dans noir, ce qui sera son avatar comme dénigré, où la dimension péjorative est désormais incluse même dans la vie du mot. Noircir, alors est-ce que noircir c'est forcément sombre moralement? Je ne le crois pas, il y a des dimensions, on peut noircir des choses littéralement et autour sans forcément injecter justement une dimension morale plus négative. Et puis, d'ailleurs, cette question qui s'est posée pour le numéro de critique, quand nous l'avons intitulé avec Vincent Deben, puisqu'on a fait quand même le numéro ensemble, c'était d'abord un titre de travail, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire trop. On m'avait demandé de réunir un ensemble de collègues, d'amis, pour intervenir autour de... En gros, c'était une demande que j'ai construite autour des amitiés qui partageaient les mêmes chantiers et non pas tellement dans un programme théorique très arrêté. Mais mon idée, c'était, on est très nombreux à travailler sur ces questions-là de manière très, très différente, avec des objets très différents. Ça va du Congo ou de l'Éthiopie, donc les royaumes chrétiens de l'Afrique ancienne, jusque l'art africain-américain. On a un romancier camerounais. Evelyne a fait un article magnifique sur Jean Laude, un des pionniers de l'histoire de l'art africaine en France, élève de l'ERIS, etc. Donc, on a toutes sortes de traditions, d'objets qui sont présents dans le numéro. Et l'idée, c'était de faire de l'espace, encore une fois, ensemble, en se disant, mais finalement, il y a plein de pistes dans lesquelles on peut s'engouffrer aujourd'hui, qui nous intéressent tous, indépendamment, bien évidemment, de la couleur de la peau, et qui donnent lieu à des approches, à des inventions théoriques qui sont très différentes les unes des autres, et qui vont dans le temps et dans l'espace vraiment donner une idée un petit peu de ce bouillonnement. On est à peu près tous de la même génération, quelques-uns un petit peu plus jeunes que moi quand même. Mais bon, voilà, c'était un peu rendre compte de ça avant tout. Et donc, pour s'y retrouver, bon, je suis quand même historienne de l'art, mais il y a aussi Fauvel qui nous donne un entretien, qui est lui un historien pur. Mais bon, je suis quand même historienne de l'art. Mon idée, c'était quand même de montrer ce qui s'active autour des pratiques artistiques, de la création. Et puis, il faut bien le dire, en gros, l'accent très grossier, c'était quand même les mondes noirs. Donc, on a travaillé autour de l'art noir en disant, on réfléchira à la fin, quand on aura tout écrit, tout lu, etc. On trouvera un titre magnifique pour ce numéro qui, bien évidemment, ne sera pas art noir parce que c'est trop simpliste, enfin, on ne s'y retrouvait pas. Et en fait,
il faut voir l'efficacité de la chose. C'est-à-dire qu'après, un titre, c'est dire ce qu'on fait. Dire ce qu'on fait, ne pas avoir peur des mots, ne pas édulcorer, et en même temps, être dans l'incapacité de réduire 250 pages en 2 mots, 3 mots. Donc, le titre de travail, dans son efficacité même, à minima, mais juste, est devenu le titre qui s'imposait. Donc, c'est un peu comme ça que ça a travaillé. Et deuxième chose, et c'est pour ça que je voulais revenir un instant sur l'exposition sur laquelle j'ai travaillé il y a 2 ans, donc l'exposition Le modèle noir au musée d'Orsay, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Bon, le modèle noir, mais ça n'ira pas du tout, il faut absolument trouver autre chose. Il faudra pluraliser, puisqu'il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles. Est-ce que noir, c'est bien? Parce que finalement, c'est essentialisant. Donc, les mêmes choses sont revenues, et à 10, on est arrivé aussi à la même évidence que c'était quand même le plus petit dénominateur commun, où on ne perd rien, on n'occulte rien, et en même temps qui est assez efficace pour dire ce qui se passait dans l'exposition. Et du coup, on en est resté aussi au modèle noir, même si on nous a objecté plutôt le fait qu'on aurait dû pluraliser, parce que c'est… Et moi, j'avais une réponse aussi à cela, c'est-à-dire que parler du modèle noir quand on parle du musée d'Orsay, c'est rentrer aussi dans un régime lexical qui est celui de l'unicité, du chef-d'œuvre, etc. Pourquoi tout à coup, quand il s'agit des Noirs, on dirait les modèles noirs? Ben non, c'est le modèle noir comme, je dirais, comme horizon artistique, etc. Et rester dans le registre du musée Beaux-Arts. Donc peut-être que c'est ce qui a eu lieu un petit peu aussi pour Critique. Et dernière chose quand même, parce que j'avoue que c'est très intéressant, parce que finalement, tout se pose au moment du titre. Tout se pose. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert? Est-ce qu'on est sûr de faire quelque chose de plus? Est-ce qu'on est sûr d'ouvrir et non pas de refermer en donnant un titre? Et alors, la dernière chose peut-être qu'il est intéressante, c'est la chose à laquelle j'ai tenu, qui ne se voit pas, mais qui est là de manière sous-jacente, c'est à la majuscule donnée à l'adjectif noir. Et là, c'est une pirouette et en même temps, ça a son efficacité. C'est très intéressant de penser, et là, je fais un peu écho aux travaux d'ailleurs de Tiffaine Samoyo sur la traduction, c'est-à-dire que c'est dans la modalité de la traduction de blackness, qui est quelque chose d'institué dans le monde de l'art africain-américain, blackness ou black British art, c'est des choses qui existent de longue date et qui s'activent, qui sont même… Il y a post-blackness désormais, c'est beaucoup remis en cause même par les artistes eux-mêmes. Mais donc, il y avait… Quand je devais traduire, par exemple, en séminaire à l'EHESS, la question de la blackness comme étant une dimension à la fois esthétique et politique des pratiques artistiques, noirceur, ça me paraissait en deçà. Négritude, c'était daté et ça n'était pas tout à fait ce qui se passait. Et en plus, on n'avait pas la dimension, je trouvais, précisément liée au monde de l'art pictural ou ces avatars actuels qui m'intéressaient. Donc, j'ai eu un étudiant en co-tutelle avec l'université de Northwestern qui s'appelle Cameron McKee, qui a fait une thèse sous ma direction et il devait traduire sa thèse. Et avec son traducteur, pour traduire blackness quand il l'employait, ils sont arrivés à ontologie noire. Ontologie en minuscule et noir en majuscule comme étant ce temps aussi graphique de suspension qui indique une majorité de ce qui a été considéré comme mineur et qui, sur le plan de la lecture, fonctionnait très très bien. Alors moi, je ne travaille pas trop sur l'anthologie, je préfère l'idée d'expérience, donc je me suis plutôt tournée pour blackness autour d'expérience noire. Et enfin, pour l'art noir, il me semblait, et dans mon texte, c'est ce que je fais, dans le titre, on ne le voit pas parce que c'est 2 majuscules, mais dans mon texte, c'est ce que je fais, je parle d'art noir avec un N majuscule, ce qui donne une idée de ce qui s'agit derrière ça, qui est esthétique, qui est politique, etc., qui n'est pas juste un qualificatif comme ça parmi d'autres. C'est un moment où on rehausse finalement l'histoire, l'expérience des mondes et des individus noirs, des sociétés noires, en ce qu'elles sont liées étroitement, je dirais, à des pratiques artistiques qui nous intéressaient, en l'occurrence, dans ce numéro-là. Donc, c'est un peu ça. Alors, je continue un tout petit peu, un mot pour dire un mot quand même sur cette question. Et je reprends ce que j'ai fait aussi dans le texte, parce que c'était une manière de légitimer, je dirais, mon option que de retenir art noir, que de m'en reporter finalement à Lévi-Strauss. Quand il parle, il écrit de pensée sauvage, son livre sur la pensée sauvage, il dit bien « ça n'est pas la pensée des sauvages ». Eh bien, c'est pareil. L'art noir, pour moi, ça n'est pas la
des Noirs exclusivement. Ça n'est pas une essentialisation ou le fait de rabattre ce grand projet qui a été le nôtre dans ce numéro de critique, mais qui est surtout une manière d'ouvrir les vannes pour l'avenir. Ça n'est pas seulement s'intéresser à l'identité raciale de ceux qui sont les producteurs d'images. C'est vraiment regarder cet ensemble, je dirais, d'objets, de pièces, d'images et autres, qui témoignent des vies et de l'expérience noire, quels que soient, je dirais, les auteurs. Et ça comprend autant les clichés, les caricatures, etc., que l'imagination, l'invention de soi qui a été celle des Noirs tout au long, je dirais, pour ce qui m'intéresse en tout cas, depuis le XVIe siècle, le premier temps, je dirais, de la traite négrière, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est aucunement une essentialisation, certainement pas une reconduction de l'artiste comme étant tout-puissant, et donc, du coup, sur lequel il faudrait une validation de la couleur de la peau pour légitimer qu'on s'intéresse à lui. Ça n'est pas ça. C'est ce qui s'est intéressé aux vies noires, hein, sur des modes artistiques, visuels, inventifs, créatifs, etc., y compris dans le cliché, dans la caricature. Hein. Je n'exclus pas ça comme étant un espace qui m'intéresse et qui me semble pouvoir faire l'objet finalement d'une enquête approfondie. Donc, de ce fait-là, je dirais, Noir me paraît au contraire très riche et pas du tout réducteur, pas du tout rabattu sur des identités biologiques ou même culturelles d'ailleurs, hein, pas du tout, mais bien ouvrant à tout un chantier qui n'avait pas été pensé jusqu'à Gilroy, hein, plein de gens qui travaillent là-dessus bien avant moi, qui n'avaient pas été pensés comme étant moteur finalement d'une enquête. Et le numéro d'Art Noir donne la voix peut-être à une génération de penseurs, plutôt depuis la France, ce qui est intéressant aussi, puisqu'on arrive voilà, un petit peu tard, un petit peu voilà, sur ces chantiers-là. Et par contre, je crois qu'on apporte collectivement des voix tout à fait exaltantes à emprunter. Oui, absolument. En fait, c'est peut-être cela que j'entendais tout à l'heure par fédérer. Fédérer, c'est d'abord se mettre d'accord sur les mots et savoir que l'on parle de la même chose par ces clarifications, et y compris dans cette question de traduction que tu viens de soulever, on peut déjà poser ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord ou ce sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord. Mais en tout cas, ne pas rester sur des malentendus et sur des amalgames, parce que on voit que dans les débats récents, beaucoup d'amalgames sont faits, non seulement dans le grand public, mais au sein de l'université, au sein des musées, avec des notions qui sont ainsi mal interprétées, surinterprétées, galvaudées. Et il en est de même d'ailleurs des termes, et l'actualité est assez cuisante là-dessus, des notions de postcolonial, de décolonial. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, revenir là-dessus également? Alors, avec grand plaisir. Oui, c'est vrai que c'est devenu l'objet d'invectives, hein, et non pas de débat, je crois. Et en ce sens, ça appauvrit finalement les poussées. Il est normal qu'il y ait des ajustements. Je veux dire, il peut y avoir des engouements pour des termes ou des slogans qui fonctionnent que de manière médiatique finalement et qui n'ont pas un corps théorique ou même militant suffisamment nourri pour tenir un peu la route à travers, encore une fois, ce type de controverse. Alors, prenons les choses par le bon côté, c'est-à-dire qu'il est bien qu'il y ait des débats, et peut-être qu'avant tout, je proposerai plus l'usage que j'en fais qu'une définition reconnue, on pourrait penser à Walter Mignolo par exemple, qui soit tout à fait satisfaisante pour moi. Et encore une fois, ce n'est pas une coquetterie, c'est juste que dans les cas où nous nous retrouvons autour de termes qui font tellement l'objet, encore une fois, plus d'invectives que d'argumentation fondée et des retours de propositions théoriques vraiment constructives, pendant un temps, pour moi, il est plus facile
de ne pas utiliser ce type de terme. Dans mon livre, le livre L'art et la race, je ne le fais pas du tout. Or, je pense que je suis au cœur de ce type de sujet. Mais c'est une distance que j'opère en conscience pour ne pas me retrouver piégée dans trop de raccourcis et pour finalement, encore une fois, c'est à titre individuel, ça me permet de réfléchir vraiment à ce que je veux dire et non pas à ce que l'on pourrait me faire dire parce qu'on lira que ces termes-là qui sont complètement, je dirais, aimantés par les invectives justement que l'on entend dans le monde médiatique, pour le dire un petit peu, et politique désormais, comme on le sait aujourd'hui. Donc, alors, la question du temps postcolonial, j'ai opté pour quelque chose d'assez, encore une fois, minimal et efficace, parce que finalement, pour moi, ça n'est pas vider de théorie que de choisir des définitions un petit peu minces, c'est pouvoir les requalifier dans les différents cas auxquels je m'adresse. C'est-à-dire que plus c'est mince au départ, bien que déterminé, plus je peux dire, dans ce cas-là, ça veut dire ça. Dans ce cas-là, je m'occupe de telle chronologie. Donc, pour la question du postcolonial, je prends pour acquis que nous sommes dans des sociétés postcoloniales parce que le temps des indépendances, le pic des indépendances, c'est les années 60, c'est les années 70, et que ce temps est dépassé, que nous sommes dans la construction d'un monde nouveau, où la question des empires, en tout cas sur le plan politique, a été explosée majoritairement, pas entièrement. Il reste des départements d'outre-mer qui sont d'anciennes colonies. Je fais tout à fait, enfin, j'ai tout à fait conscience que, par exemple, le temps postcolonial a commencé aux États-Unis au XVIIIe siècle, donc il y a des temporalités diverses. Mais néanmoins, un grand mouvement d'indépendance des pays qui étaient colonisés a fait acte d'indépendance, de décolonisation politique dans les années 60, dans les années 70. Donc, pour moi, ce temps d'aujourd'hui a pris acte de cette souveraineté retrouvée de la plupart des populations dans le monde, sans pour autant m'illusionner sur le fait que la colonialité, si on reprend la dimension coloniale qui perdure par-delà, je dirais, les indépendances politiques, sous d'autres formes, existe encore aujourd'hui. Mais je choisis de ne pas définir plus que ça le temps postcolonial, mais en revanche d'y travailler, c'est-à-dire quels sont les outils que la prise d'acte de ce temps postcolonial nous permet de développer, notamment en histoire de l'art. Donc ça, c'est une première chose. Et notamment de faire face aux formes de colonialité institutionnelle, de pensée, etc., que ça induit. La deuxième chose, c'est que justement cet inachèvement social, je dirais, ou individuel de la post-colonie politique fait qu'il y a des mouvements décoloniaux, depuis le 19e siècle, par exemple, en Amérique latine, puisque forcément, ayant vécu, je dirais, ce temps postcolonial plutôt que les indépendances, on va le dire, pour le dire vite, africaines notamment, ils ont eu à vivre avec cette survivance de la colonialité avant même que ce ne soit le cas, par exemple, dans de nombreux pays africains qui, pour beaucoup, ont été colonisés d'ailleurs au XXe siècle. Donc forcément, il y a un décalage, je dirais, dans ces temps-là. Et toutes ces configurations historiques, sociopolitiques sont importantes à comprendre aussi pour penser, je dirais, ces mouvements décoloniaux. Donc, le mouvement décolonial, encore une fois, la manière dont je le définis moi dans ma pratique, c'est davantage un mouvement militant de déconstruction d'idéologies, de pratiques, d'institutions qui sont encore imprégnées de ce temps colonial et pour lesquelles il est nécessaire je dirais, de marteler, de rentrer par effraction dans celui-ci pour qu'il change ses habitudes. Et la place de la chercheuse que je suis, je ne dis pas que ça doit être la place de tous les chercheurs, chacun redéfinit sa place, mais la place que je me donne dans ce cadre-là, c'est d'abord de ne pas y être insensible, de ne pas me tenir à une place comme étant intouchée par ces mouvements-là, bien au contraire, et d'essayer de faire les généalogies justement de ce temps précolonial à ce temps postcolonial pour en comprendre mieux, je dirais, les ramifications et comment le mouvement décolonial pourra s'emparer de cela
pour éventuellement, effectivement, mettre à mal ce qui perdure et qu'on ne voudrait pas qu'il perdure. Mais ça n'est pas, pour moi, personnellement, le mouvement décolonial n'est pas une offre théorique, c'est plutôt je dirais une démarche institutionnelle de déconstruction fondée sur des réflexions, fondée sur des travaux. Mais c'est plutôt demander des comptes en pratique aux institutions, à toute forme d'institution, de revenir sur leur questionnaire, sur leur agenda, sur leurs pratiques, etc., pour se défaire de quelque chose qui a pris forme au XIXe siècle, mettons, et qui n'a pas été décrassé suffisamment par le changement politique, l'avènement d'un nouveau monde qui est ce monde postcolonial. Donc les deux sont extrêmement liés. Et quand j'écris un livre comme L'art et la race, je pense que je montre, je rends visible cette généalogie, je dirais, sur la longue durée, encore une fois, de ce temps colonial, duquel est encore largement tributaire le monde des musées, par exemple. Et je crois que quand on peut s'en saisir pour avoir des demandes très précises dans la construction des grands récits nationaux, notamment dans l'exposition permanente des cultures, des œuvres, notamment au Louvre autour des cultures nationales, etc. etc. Donc, c'est le pas de côté que je fais, c'est que encore une fois, je ne suis pas imperméable, bien au contraire, à la demande décoloniale, à la demande de déconstruction des idéologies coloniales, mais mon travail à moi, c'est d'en montrer par le menu et en profondeur les fondements et la durée pour que ça soit d'autant plus efficace au moment où des associations, des individus, etc., s'en prennent à ces institutions pour dire on vous demande des comptes désormais, on vous demande de regarder ce que vous avez construit comme récit, qui a quelque chose d'excluant, et comment il est possible de le reprendre ensemble. Mais voilà, c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup pensé parce qu'on est toujours tiraillé quand même dans cette volonté de maintenir, je dirais, une recherche fondamentale qui ne donne pas les réponses d'avoir posé les questions, et en même temps, ce mouvement social auquel on n'est pas indifférent, voire pour lequel on a beaucoup de sympathie sous certains angles, et qui n'est pas le moyen, en tout cas que moi j'ai décidé de suivre concrètement. Donc mais je ne suis pas, et c'est souvent ce que je reproche un tout petit peu au musée, et c'est d'ailleurs peut-être plus le cas des musées français, c'est de ne pas être dans une réponse apaisée à ces demandes sociales. Je ne dis pas que, par exemple, décoloniser les arts, je ne connais pas d'ailleurs toutes leurs actions, mais il me semble que la demande est ultra légitime et qu'il y a 1000 façons de répondre à ça. Je pense juste à une toute petite chose l'année dernière, au printemps dernier. Il me semble qu'un geste est vraiment d'une facilité infinie aurait été de mettre l'ensemble du catalogue d'exposition Le Modèle Noir, c'est le temps du mouvement Black Lives Matter, en ligne, en accès libre. C'est rien. Et ça change l'accès à tout, rendre gratuit, quand même quelque chose qui est fait par le service public, par les impôts de tout le monde, etc. Et de dire, voilà, il faut que cette connaissance circule par des réseaux dont on ne connaît pas forcément, par les réseaux sociaux, etc. Mais donner tout ça, non pas en pâture, mais d'offrir tout ça comme étant une ressource pour trouver des moyens de faire la paix avec ce qui nous indigne encore, pour alerter. Et ça, c'est une matière qui a été rassemblée par le musée d'Orsay. Juste ça aurait été un geste qui me semble intéressant. Et des fois, ce sont vraiment des petites choses. Ce que j'aime, alors on va me reprocher mon américanophilie, qui n'est pas absolue du tout, mais la capacité de perméabilité aux questions sociales par un certain nombre d'institutions universitaires ou culturelles américaines qui sont tout de suite, qui ajournent par exemple les syllabus des cours en intégrant la question race et violence, 1 ou 2 séminaires sur un programme de 10, race, art et violence, par exemple, comme une amie qui travaille à Yale. Je trouve que c'est en donnant du contenu scientifique, sans rien
rogner sur l'exigence scientifique, mais en disant, voilà, il y a quand même une inquiétude, un malaise, un dysfonctionnement de la communauté. Peut-être qu'il y a des travaux qui existent déjà, qu'on pourrait mettre à la disposition de ceux qui veulent s'en saisir pour mieux comprendre le monde et mieux intervenir. C'est toujours ça, c'est ça la connaissance. Plus on sait, plus on pourra trouver sa place et trouver toutes les places. Et donc, quand on a ce savoir-là, quand on est une institution publique, il faut le reverser, je pense, surtout dans les moments de tension, hein, pour dire, voilà, ça existe, on l'a déjà fait, quelle chance. Le musée d'Orsay avait fait cette exposition 1 an avant Black Lives Matter. Il pouvait tirer un profit incroyable 1 an plus tard, avec quelques gestes un peu politiques, mais dans le sens noble. Et ça, j'avoue que ça a été un petit peu une déception de voir la fermeture au nom d'une neutralité qui, à mon avis, n'existe pas vraiment, referme finalement. Mais c'est probablement moins le cas des lieux d'art contemporain, manifestement. Enfin, objectivement, c'est moins le cas. Mais les musées voilà, consacrés aux périodes plus anciennes pourraient, elles aussi, se sentir interpellées par, je dirais, oui, par les acteurs sociaux, par la vie, par les gens, quoi, et par les événements tristes ou joyeux d'ailleurs qui cadencent nos vies. Donc, je sais pas. Oui. Alors, je pense que à chaque fois. Non, c'est parfait, c'est parfait. Peut-être que Annabelle voudra réagir à cela, mais pour faire la transition, je voudrais reprendre quelque chose. Parce que ça aussi, c'est fédéré par le musée et par mettre sur le site et donner à voir et partager. Et en fait, c'est un vaste chantier pour l'histoire de l'art, pour les musées, et c'est ce que tu fais dans tes travaux depuis le début, tes travaux qui s'inscrivent dans 2 directions. D'une part, ce travail de moderniste, d'historien de l'art moderniste, qui passe pour être plus scientifique finalement que certaines recherches contemporaines. Je ne suis pas du tout dans ce sens, convaincue de ce sens-là, mais voilà. En tout cas, là, tu utilises, quand tu travailles sur le 18e, par exemple, les méthodes de l'histoire de l'art pour étudier des archives, pour mettre au jour des documents négligés, pour procéder à une analyse critique, mais sous un angle historiographique, de comment on écrit l'histoire de l'art. D'ailleurs, je voudrais revenir sur ce magnifique travail que tu as fait au sein de l'INHA, parce que tu as dirigé un programme justement d'historiographie et tu as été rédactrice en chef de la revue Perspective. Et là, on est dans un changement de paradigme pour l'histoire de l'art. On n'a pas fini, c'est un chantier encore. Hein. Mais il fallait revenir sur tellement de préjugés et d'ancrage normatif de la discipline, que c'est vraiment un moment extrêmement important. Et donc, c'est ce que tu fais dans tes travaux. Et d'autre part, tu abordes, et ça c'est assez rare, on a des grands exemples, avec Hans Belting, par exemple, qui est venu de son histoire de l'art en tant que moderniste à son intérêt pour l'art contemporain. Et donc, c'est ce que tu fais. Et tu abordes la création contemporaine pour sa valeur heuristique, en fait, sinon fédératrice, mais du moins heuristique, c'est ce qu'elle met en jeu comme ça d'une création, d'une invention, d'une assertivité, d'une agentivité. Et d'autre part, tu parles d'artistes comme Mathieu Claybet-Aboninck ou Samy Balogi, que tu avais invité dans le cadre de ton magnifique feuilleton au Centre Pompidou, que l'on retrouve en ligne d'ailleurs, et qui participent à la fois d'un travail de chercheurs, en tant qu'ils mettent eux-mêmes au jour des archives qui n'avaient pas été données à connaître, et qu'ils s'adonnent à une réflexion critique eux aussi, et en plus, en tant que créateurs de formes visuelles, susceptibles d'instaurer des décentrements, mais d'ouvrir des nouvelles perspectives, et ceci en lien avec des musées qui veulent bien prendre le risque de cela. Et je voudrais dire aussi quand même que dans ces 3 années ou 4 de partage que nous avons mis en œuvre avec Annabelle là, autour de journées d'études, de rencontres, et qui donnent lieu à cette publication qui va sortir en juin, hein, ce postcolonial décolonial, la preuve par l'art, nous avons toutes les audaces. Nous avons justement connecté les recherches universitaires, ce que peut être un musée aujourd'hui dans sa redéfinition, et des rencontres avec des artistes, puisque nous avons organisé des forums d'entretien avec les artistes. Et donc voilà, peut-être que, Annabelle, tu veux
déjà réagir, dire quelque Oui. chose là-dessus? Je vais réagir à plusieurs choses, hein. Je pense que les institutions, je parle pour les musées, nous sommes en chemin. Je dis souvent ça, nous sommes sur un chemin sur lequel nous sommes plus ou moins avancés selon les uns et les autres. Et parfois, j'aime pas toujours le terme avancé parce qu'on ne prend pas toujours les mêmes directions non plus. Et qu'il n'y a pas une seule direction sur ce chemin-là. C'est aussi pour ça qu'on organise ce forum où on donne la parole à plusieurs voix, parce que justement, c'est important pour nous de donner de la parole à des voix. Et c'est vrai qu'on est en cours. Quand je dis on est en cours, c'est que Evelyne parlait donc de ces journées d'études que nous avons faites, hein, que nous avons notamment liées pour justement sur cette question de l'histoire postcoloniale, décoloniale pour l'une, avec une exposition sur la scène de Medellín et sur la scène colombienne, où justement cette manière où on voyait qu'on croisait des histoires sur des mêmes sujets, postcoloniales, décoloniales, mais où on croisait des histoires et des chronologies et des définitions qui n'étaient pas du tout les mêmes selon les aires géographiques. Je pense que ça, c'est important de le souligner parce que je crois que les musées, notamment français, sont sur le chemin aussi de comprendre, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais que l'extra-européen ou l'extra-occidental, ça n'existe pas comme un bloc. Vous parliez tout à l'heure des grandes écoles nationales. Moi, je suis quelqu'un qui travaille encore parfois sur des expositions de scène, y compris sur la scène française, parce que justement, ça permet de les mettre en question, de savoir pourquoi on les étudie, quelle pertinence elles ont, encore ou qu'elles n'ont plus. Et cette question-là, justement, de ces aires géographiques, hein, pourquoi les unes et pas les autres, hein. Par exemple, actuellement, nous présentons la collection Daniel Cordier sous le thème et en mise en relation avec le film Les statues meurent aussi. Pour nous, c'était intéressant de mettre les deux et aussi de croiser les chronologies du film réalisé dans les années 50, hein, par notamment Chris Marker et Alain Resnais, et de ce film qui, d'une certaine manière, est contemporain de ce début de collection, et que ces deux collections n'ont pas la même chronologie. Et en même temps, elles se croisent sur des enjeux. Et ça, je pense que c'est important aussi, justement, quand je dis plusieurs directions, c'est important que ces plusieurs directions, elles se croisent aussi. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et je rebondis, hein, c'est vrai que cet ouvrage que l'on va sortir, on pourrait tout à fait, on en discutait il y a quelques semaines avec Evelyne, hein, aussi le mettre en ligne sur le site des abattoirs dans un contenu gratuit. C'est aussi quelque chose qu'on peut discuter. Et c'est aussi, je pense, beaucoup de… la question des gestes, ils sont importants. On ne sait pas toujours quand on fait les bons, on ne sait pas toujours à quel moment les faire, mais c'est important de les discuter, ce qu'on peut faire et ce qu'on n'a pas fait. Je pense que cette question-là, elle est aussi très importante. Je pense qu'on a tous eu l'expérience de refaire un cours qu'on avait fait il y a quelques années ou retravailler sur une exposition, sur un thème dans lequel on avait travaillé il y a quelques années et se dire qu'on ne le ferait jamais de la même manière. Je pense que c'est ça aussi le chemin des histoires. Et c'est aussi ça le chemin de nos collections, de nos institutions et aussi du croisement. Pourquoi aussi nous avons ce travail croisé depuis plusieurs années avec Evelyne entre donc le musée des abattoirs et l'université Toulouse-Jean Jaurès, mais c'est aussi un croisement qu'on a avec l'Institut national d'histoire de l'art, hein, notamment nous avions présenté Sismographie des luttes, hein, c'était la première présentation en France après la présentation à l'INHA, donc sur l'histoire des revues extra-occidentales. Et aussi parce que le musée, c'est aussi pour ça qu'il est important dans ce processus, c'est qu'il est le lieu des croisements des publics et de nombreux publics, et qu'il doit être justement le croisement de la recherche et des préoccupations sociales. Je pense que ça, il est le lieu qui permet ça, et qui permet ce croisement entre des générations très différentes, un public très différent, un public qui vient pour certaines choses, d'autres pour d'autres, et l'essentiel est qu'ils viennent, mais je crois profondément à ce croisement des recherches, puisque souvent la recherche est une réponse à la polémique. Je pense que ça, c'est très important, que la recherche, c'est la réponse à la polémique, et que partager la recherche avec tous est aussi une réponse à la polémique, puisque c'est aussi donner à chacun les informations pour qu'il puisse se faire son opinion, et que ces opinions, oui, elles ne peuvent pas se jouer uniquement dans des slogans ou dans des raccourcis. Et c'est aussi pour ça que j'avais cette question pour vous, Anne, qui est, vous travaillez donc sur des périodes
sur des périodes plus anciennes et donc sur des périodes qu'on pourrait parfois, pour ceux qui ont moins connaissance de l'histoire ou des pratiques historiques, penser mieux connues ou déjà mieux recherchées. Et je me disais, comment on arrive à avoir du contenu nouveau à partir des mêmes archives? Comment est-ce qu'on change le regard sur ces archives pour trouver des informations, notamment ces informations autour de l'art noir qui n'avaient pas émergé auparavant? Alors là, je vais avec grand plaisir citer une de mes idoles. Ben, j'en ai beaucoup, hein. Mais quand même, une personne qui a beaucoup compté dans mes lectures, c'est Linda Nochlin. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de femme artiste? Enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'archive, elle n'est pas close, étrangement. L'archive, elle se relie, elle se revoit avec un autre questionnaire par génération, par individu, par groupe, et qui fait qu'on la regarde à nouveau, l'archive visuelle, mais les archives écrites aussi, avec des yeux écarquillés pour ce qui a semblé accessoire ou qui a été invisible ou invisibilisé, peu importe à la fin, mais qui peut ressurgir. Et ce que Linda Nochlin et beaucoup d'autres après elle ont fait, c'est qu'elles se sont dit, ben voilà, ça ne me suffit pas, ça. Ça ne me suffit pas qu'il en reste 3-4 au 19e siècle, 5-6 au 20e siècle. Il y a quelque chose qui sera soit de l'ordre de la forme, c'est-à-dire comment ça s'est écrit, qui les a marginalisés, qui a fait qu'on ne voulait, qu'on n'en tolérait que 3-4 femmes, soit il y a plein d'objets et notre définition du chef-d'œuvre a exclu les formes de création qu'elles ont mis de l'avant. Donc, on va aller rechercher ces formes-là comme étant des contributions à la production artistique et du coup, là aussi, les femmes auront toute leur place à côté des hommes. Donc, je dirais que c'est un peu ce que j'ai fait pour l'art noir. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que c'est même, si vous voulez, là, incontestablement, sans parler de mode, il y a un moment des mondes noirs et de l'art tout à fait réjouissant et duquel je profite, auquel je participe, auquel j'ai un petit peu comment dire, l'audace de penser que j'ai contribué à faire advenir un petit peu aussi. Je parle pour la France, hein, dans d'autres lieux, ça va. Enfin là, il y a un moment, si je compare mes travaux il y a 5-6 ans, et aujourd'hui, il y a une envie de les lire et de les connaître, et tant mieux. Et j'ai tout à fait conscience que dans 10 ans, ça sera autre chose. Enfin, j'en tire pas une gloire infinie, mais voilà, j'en profite dans le sens que je me dis, il faut installer ça, il faut en profiter, il faut le cristalliser, il faut le rendre collectif, bon voilà, à tous ces niveaux-là, c'est très important. Mais je dois dire que pendant les 15 ans où je me suis occupée de tout ça avant, et surtout pour les périodes anciennes, et là, j'y tenais, c'est-à-dire que pour moi, il était important de rentrer dans ces questions-là, parce qu'il était le cœur de ma légitimité académique. J'ai fait une thèse sur Girodet à la Sorbonne, etc. J'ai fait les concours de maîtresse de conférences et autres, mais je voulais que depuis ce corpus canonique, s'il en est, il soit possible de poser la question, même si je ne savais pas ce que j'allais trouver de l'autre côté. Je savais que cette question-là était légitime. Hein, c'est quand même le grand siècle de l'esclavage. Je ne pouvais pas penser, et je continue à travailler comme ça, je ne pouvais pas penser que c'était la dimension culturelle et artistique était restée complètement imperméable à ce temps intense de l'esclavage, de la traite, et donc de contact. Je veux dire, c'est aussi odieux ont-ils été, pour la plus grande part, ce sont aussi des contacts, et par conséquent, l'art étant, dans ma conception de l'art, au cœur de la société, hein, il ne pouvait être absolument indemne de ce parcours-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté, en quelque sorte, pour me poser cette question-là. Il faut savoir que moi, dès le tout début de mes études, j'avais voulu travailler sur des choses comme ça, et j'avais bien senti que c'était une fin de non-recevoir. Ceci n'est pas de l'histoire de l'art. Hein. Je le dis sans amertume, c'était un moment où ça n'était pas possible, hein, dans les années 90. Des gens très, très bienveillants qui me disaient surtout ne fais pas ça, ça passera jamais, ça fait communautariste, etc. Enfin, des choses comme ça qu'on m'a dites avec bienveillance. Hein. Donc, voilà. Donc, bon, peut-être trop bien élevée, moi, j'ai dit, je remballe, mais j'y reviendrai. Et j'ai décidé
d'y retravailler le jour où j'ai eu un poste, inconsciemment, c'est-à-dire c'est revenu au-dessus de la surface, comme étant un temps aussi de protection. Et là, on voit toutes les politiques de précarisation quand même des chercheurs ont des effets sur la recherche très importants. J'y serais jamais venue, peut-être si j'avais été tout le temps précaire, sur des contrats ponctuels où on répond à des demandes, etc. Enfin, je me permets cette parenthèse. Et je veux dire, les conditions de faire la recherche sont aussi les conditions qui adviennent de nouveaux sujets. Et là, j'en suis, enfin, moi-même, je l'ai vécu très concrètement. J'ai un petit peu oublié ce que je voulais dire. Non, je voulais juste revenir sur le fait que pour m'armer méthodologiquement, en tout cas, pour aborder cette question genre, du XVIIIe siècle vue sous l'angle de l'Atlantique noir, parce qu'en fait, c'était ça, mon projet, j'ai d'abord travaillé beaucoup sur les femmes, parce que Linda Nochlin, parce que je sentais que c'était une pression sociale, que c'était une question légitime, qu'elles avaient travaillé pour y répondre. Et j'aimais beaucoup chez Linda Nochlin, ça je l'ai écrit d'ailleurs dans un entretien que j'ai eu avec elle, que j'ai introduit, j'aimais beaucoup l'idée qu'elle travaille par question. Aucune question est illégitime. Tout peut être adressé, selon moi, à l'histoire de l'art et par l'art et à l'art, etc. Et après, il faut se donner les moyens. Alors peut-être la chose en laquelle je crois beaucoup, c'est quand même les moyens éprouvés de la fabrication des savoirs et des connaissances universitaires ou académiques. C'est-à-dire, je crois quand de la recherche puissent se prêter à de nouveaux sujets et donc à bouger un petit peu dans leur forme, mais néanmoins à être toujours requalifiés par la discussion avec les pairs, par tous les organes, je dirais, de légitimation de la production de connaissances qui existent. Donc, travailler sur les femmes, et j'ai travaillé avec des étrangères à ce moment-là, c'était il y a 15 ans. J'ai travaillé avec Melissa Hein, une américaine, et avec Mechthild Fehn, une allemande, et on a lancé un grand chantier, parce qu'effectivement, j'étais à l'INHA et c'était le temps des grands chantiers historiographiques, autour des discours des femmes sur l'art entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Pareil, c'était fou à quel point il était acquis qu'il n'y en avait pas. Alors, le travail que j'ai fait à ce moment-là avec mes collègues, c'est un travail collectif, c'est de dire la définition de l'histoire de l'art est trop stricte, trop étroite pour pouvoir inclure les formes de discours sur l'art qui ont été pensées par des femmes, et notamment les mémoires, les lettres, des publications féminines, etc., qui produisent de la pensée sur l'art, mais qui ne sont pas le bulletin de la Société archéologique du Mans en 1850, qui s'adresse aux 5 notaires locaux, etc. Donc, à partir du moment où on change un tout petit peu le paradigme et qu'on fouille et qu'on regarde, on voit surgir de nouvelles choses. Ça a été le cas pour les discours des femmes sur l'art. Et c'est de cette manière que j'ai appris comment une question devient un objet scientifique, devient production de connaissances, en s'en donnant les moyens. C'est-à-dire que c'est très lent. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai mis presque 15 ans à écrire le livre pour être suffisamment armée pour dire, là, on ne pourra pas le mettre de côté, parce qu'on ne me prendra pas sur les failles méthodologiques, en quelque sorte. Et ça, je voulais que ça soit… Et le jour de ma soutenance d'HDR, où j'ai défendu la première fois ce dossier-là, on m'a dit « Oh, mais t'en fais trop avec l'échafaudage, autrement dit, les notes en bas de page, les machins, etc. etc. » Et je crois que non. Je crois que si je n'avais pas fait ça, on aurait disqualifié le livre au complet. C'est qu'il fallait que je montre autant la méthode derrière que les résultats acquis, c'est-à-dire aussi montrer les œuvres qui sont dans le livre et qui ne sont pas des tableaux que j'ai inventés. Ils étaient là, ils n'avaient pas été vus, ils n'avaient pas été travaillés comme ensemble. Donc c'est peut-être un petit peu le détour que je prendrai sur le plan voilà, à la fois de la méthodologie et de comment on retourne à des périodes que l'on croit connues et qui pourtant demeurent à découvrir, et tout simplement parce que chaque génération… Je peux même vous raconter une petite anecdote pour dire que je suis déjà has-been, que j'ai été déjà disqualifiée. J'ai une collègue et grande amie qui enseigne au Canada, qui me dit chaque année, elle enseigne l'art au XVIIIe siècle, tout ça, et elle reprend toujours ce plumes et pinceaux que nous avons fait avec mes copines.
Et c'était toujours un grand succès. Elle me dit, ah, cette année, ça a été terrible. Les étudiants ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vision tout à fait simpliste de penser que l'identité sexuelle féminine existe. Ça ne veut rien dire une femme, tout est plus fluide. Et ils ont complètement d'entrée rejeté le postulat de départ. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes. Et alors, bon, moi, je trouve ça remet à sa place, c'est très bien. Et d'autres sont à venir qui vont être dans cette même, je dirais, dynamique de dire non, on ne pense plus comme ça, on veut autre chose et qui vont aller chercher autre chose. Et je pense à un travail d'ailleurs d'une jeune collègue et amie aussi, Magali Lemans, Modernité hermaphrodite, qui tente de travailler autour justement de, non pas d'une indistinction, mais d'une requalification de l'identité binaire sexuelle homme-femme qui va plus loin que plumes et pinceaux. Et c'est très bien, je veux dire, je pense que ce travail-là demeure intéressant. Je pense qu'ils sont la jeunesse un peu expéditive à liquider les gens qui les ont précédés, mais en même temps, c'est insuffisant pour eux. Et je dirais, c'est normal, c'est sain, et il ne faut pas se sentir… Moi, je continue à travailler avec ces catégories-là qui me semblent opératoires pour le 18e et le 19e siècle, qui, je dois dire, me semblent encore opératoires, même pour moi, à titre individuel, mais je ne suis pas sourde à ce qui pousse et à ce qu'ils vont configurer comme monde nouveau, qui cherchera dans le passé des choses que nous n'avons pas trouvées, que nous n'avons pas vues et qui sont à venir, tout simplement, quoi. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là, je ne m'exclus pas, en tout cas, de cette prochaine disqualification et d'un agenda nouveau, finalement, des générations à venir. C'est un magnifique conseil méthodologique pour les jeunes chercheurs, pour les étudiants, pour nos doctorants, et pour tout le monde. Et si nous avons encore un peu de temps, j'aimerais encore… oui, je pense que ce sera la dernière question parce que l'heure a déjà tourné, hélas. Ouais. C'est un contenu tellement riche qu'on ne voit pas le temps passer. Pour terminer sur la contemporanéité, et parce que justement, quelquefois, l'institution est en retard par rapport à la création et que certains artistes aujourd'hui s'interrogent sur leur démarche de chercheurs et ils sont mis en question sur leur légitimité en tant que chercheurs. Et sur ces questions de recherche-création, tout le monde ne s'accorde pas, mais c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qui se passe justement avec Mathieu Aboninck, je pense aussi à Vincent Mécène, Samuel Vallogy et beaucoup d'autres. Et Mathieu Aboninck défend un point de vue qui est très singulier sur l'usage des archives dont tu viens de parler, et pour lui, pour ne pas risquer de participer à la diffusion d'images qui seraient lourdes des exactions et de la violence coloniale et qui joueraient sur la fascination, ce qui a été au débat avec Sexe, race et colonie, par exemple, hein, toutes ces questions sur l'esclavage, le racisme, sur lequel celui-ci est fondé d'ailleurs, eh bien, Mathieu Aboninck propose une rupture totale et un travail sur les images et les objets qui n'agissent pas par détournement, mais qui consisterait à les montrer encore et encore, mais plutôt par retournement, enfin, en inventant toute autre chose. Qu'est-ce que tu penses de cette position-là et de celle de l'artiste-chercheur par ailleurs ? Alors bon, comme tu sais, Evelyne, je suis une grande fan du travail de Mathieu. Je pense qu'il est sur une ligne de crête très, très étroite. Il ne baisse jamais les ambitions de dénonciation, quand même, il faut bien dire, et de mise en veille perpétuelle quant à justement cette question de colonialité, dans ce qu'elle a de persistance. Et je crois qu'il a trouvé dans son travail matériel, qui est justement de reformatage, d'intermédialité, comment dire, de diluer aussi le contenu sémantique en ce qu'il est figuratif, une solution et une opportunité aussi formelle en tant qu'artiste plastique, lui est très propre, très singulière et extrêmement juste, plastiquement et éthiquement. Donc, c'est ces deux forces-là qui sont au fondement de son travail et que j'admire beaucoup. Et aussi cette agora de discours qu'il réunit pour compenser
la réflexion, je dirais, sur des images, sur l'archive coloniale dans son ensemble, qui continue à exister par le discours critique qu'il injecte dans toutes ses activités, éditoriales, filmiques, installations, etc. Donc je trouve que cette invention formelle de dispositifs, cette quête de recyclage des matériaux aussi, dans son travail et celle d'un artiste extrêmement bien inspiré, aussi très sérieux dans son intervention publique. Ça, j'aime beaucoup ça. Moi, je ne suis pas une artiste, malheureusement. Mes moyens sont moindres. Mes moyens sont moindres. Et si je me pose la question à tout moment de montrer ou ne pas montrer, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je suis pour quand même le fait de montrer, mais parce que je travaille en historienne, j'utilise tout un autre arsenal pour déjouer la charge négative de ces images, mais en les montrant quand même. Je ne montre pas tout en même temps, j'en montre pas trop, j'entoure toujours de beaucoup de discours, d'écriture, plus exactement, les images que je montre. Je ne surenchéris pas la dimension voyeuriste, qui peut être la place réservée à celui du lecteur, comme on a vu dans d'autres ouvrages. Donc, j'y fais très attention. Mais je vais reprendre là quelque chose qui nous éloigne un petit peu peut-être du chantier précisément de l'art noir comme tel, mais qui a été pour moi une lecture fondamentale, pas pour moi, pour toute une génération de chercheurs, mais là, il me semble à propos d'en parler. C'est Images malgré tout de Georges Didier Huberman, qui dans ce livre, pour moi, qui est un des plus beaux, un des plus forts, aussi un modèle épistémologique vraiment de ce que peut être le travail d'un chercheur qui s'intéresse au matériel visuel dans des conditions pour le moins extrêmes, et que faire du témoignage, comment le reprendre, est-ce qu'on doit l'accepter, est-ce qu'on doit le cacher, comment on le rediffuse, comment on en parle, etc. Toutes ces questions-là sont posées, je dirais, de manière fondamentale par Georges Didier Huberman dans ce livre, et ont été très inspirantes dans la manière dont je travaille moi-même. C'est-à-dire que je regarde quand même, je montre éventuellement, mais avec un appareil vraiment théorique qui a tenté vraiment d'épuiser la charge de ces images-là, mais non pas de la faire disparaître complètement. Merci beaucoup. On va devoir clore cette conversation, mais je trouve ça très beau de finir sur l'art, d'une certaine manière, l'image malgré tout, je rajouterais l'art malgré tout. Et je pense qu'aussi le musée, et c'est aussi la chance du musée d'art contemporain, c'est de pouvoir croiser le travail des historiens et le travail des artistes-chercheurs. Je pense que notamment à une expression de Dora Garcia sur une forme de justice artistique. Elle dit que, d'une certaine manière, elle a la liberté aussi de compléter les archives. Elle a cette liberté de compléter ce que nous n'arrivons pas toujours à trouver comme traces. Et je pense que les deux sont complémentaires, et le croisement des deux est complémentaire pour le public. Et je voudrais vraiment vous remercier toutes les deux, Anne et Evelyne, pour cette belle conversation, et aussi pour souligner également la continuité de ce changement de paradigme, et également se dire que, j'espère que les jeunes chercheurs qui vous auront écoutés auront envie de se lancer dans la recherche, mais aussi de se lancer dans leur propre recherche, de leur propre méthode, en s'appuyant eux aussi sur une base d'échafaudage, mais pour amener l'échafaudage ailleurs. Et je pense que c'est ça le plus beau, d'une certaine manière, c'est de se dire que le champ de la recherche, il est large et qu'il se poursuit. Merci à toutes les deux, et donc restez avec nous, ceux qui nous regardaient, puisqu'il y aura d'autres conversations, et également des interventions d'artistes travaillant justement avec du matériel d'archives. Merci à vous tous, et merci à vous deux. Merci beaucoup, Anne. Merci, Evelyne. Au revoir. Merci.